Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter À l'ombre du manoir, les brumes vermeilles de Lindsay Felton, publié aux éditions Le Chat Noir. Dans ce premier tome, nous allons faire la rencontre d'Isidore et Violette Montmorency. Quand nous les rencontrons, ils sont tout juste fiancés et attendent des jumeaux. Pour mettre sa famille à l'aise, Isidore a acheté une grande propriété à la campagne, proche de la manufacture familiale dont il va hériter. Violette, qui doit quitter son meublé parisien qu'elle aime, ainsi que sa carrière de pianiste, est beaucoup moins enthousiaste que son fiancé, mais c'est qu'en l'état actuel, tout est amené à changer et que des concessions vont devoir être faites. Ces sacrifices sont malgré tout durs pour elle, car, partie de rien, elle a travaillé dur pour obtenir une bourse, lui ouvrant les portes des cours auprès des meilleurs professeurs et chefs d'orchestre du pays, lui permettant ensuite de se produire dans des salles prestigieuses telles que l'Opéra Garnier, le Saint Graal pour un musicien. Sa rencontre avec Isidore a fait chavirer son cœur de midinette, éternelle adolescente romantique qu'elle était. 3 mois auront suffi pour chambouler définitivement et radicalement sa vie d'artiste et lui faire quitter Paris, ses rêves, ses ambitions, son appartement pour une villa avec piscine. Dans le SUV de luxe de son futur mari, Violette regarde docilement la route défiler jusqu'à croiser, en haut d'une butte, un manoir. Quand elle le voit, tout son être sait que ce magnifique domaine l'appelle. 18 ans plus tard, Violette, Isidore, Blue, Octave, les jumeaux ainsi que Jazz et Salsa emménagent dans le manoir laissé à l'abandon depuis bientôt 30 ans. Le manoir a été construit par Martin Dubarry à l'occasion de son mariage avec Rose Le Sage. Les Dubarry étaient des industriels qui faisaient fortune dans le tabac depuis plusieurs générations déjà. Le couple Dubarry a vécu de manière discrète et seul l'un de leurs fils, Charles Dubarry, a fait des vagues. Charles a hérité de la propriété et n'ayant pas eu d'héritier, ce manoir fut racheté à sa mort par les parents d'Isidore. Violette ignorait cette histoire quand elle est tombée amoureuse du manoir, mais elle qui croit au destin est encore plus certaine que ce n'est pas elle qui a choisi ce lieu, mais bien l'inverse. Même si pour l'heure, Isidore, Jazz, Octave et Salsa ne voient qu'un jardin envahi par les ronces, un perron à double rampe cerclé de colonnes blanches, une porte d'entrée close ornée d'un heurtoir circulaire, un toit hérissé de nombreuses cheminées et des vitraux géants qui ne laissent rien deviner à l'intérieur, Violette et son aînée Blue sont toutes les deux conquises par le manoir Lumière. À leur entrée, le gigantesque hall s'ouvre sur 3 étages cerclés de garde-corps massifs et sur un plafond en verre apportant de la luminosité, même par temps couvert. Une verrière de toute beauté pour ceux qui savent l'apprécier. À leurs pieds, un immense tapis rouge bordé d'or au bout duquel se dresse un grand miroir en pied tout en marbre. Cet objet contribue à dispatcher la lumière de la verrière dans le vestibule. Tout mériterait une restauration en passant par l'électricité et l'eau courante, toutes deux pointant aux abonnés absents. Si Isidore était prêt à tout pour retrouver la Violette des débuts, celle pour qui ses yeux brillaient d'admiration, se priver de confort, considéré comme la base aujourd'hui, durant les 20 premiers jours de leur nouvelle vie, allait être dur pour lui, mais pour elle, il y est prêt. Le premier soir, de retour de la fabrique, il se croit récompensé quand il entend résonner le piano de la chambre en bois. Malheureusement pour lui et son couple, ce n'est qu'une éclaircie avant l'orage. De leur côté, les jumeaux s'apprêtent à fêter leurs 18 ans, et si Octave est un fêtard accompli, Blue est plus réservée et studieuse. Elle prépare Hippocagne et ne compte aucunement se mêler aux invités de son frère, surtout que depuis leur emménagement, ses angoisses redoublent et la sensation de manquer d'air avec. Blue est d'une nature solitaire et croit plus facilement au surnaturel que son jumeau, qui tente, comme toujours, de l'apaiser. Octave espère que la fille sur laquelle il capote va l'honorer de sa présence et qu'il arrivera à la détourner de son actuel petit copain. Le choix de son espace de vie ressemblant plus à un cagibi victorien et la découverte du grimoire vermeil lui réserve quelques nuits osées. Jazz, qui est le farceur irréductible de la famille, subit depuis son emménagement dans la chambre bleue des revers de chance. Si depuis tout petit ses facéties amusent ou embêtent les membres de sa famille, il accepte toujours, plutôt de bonne grâce, les remontrances. Mais là, qu'il n'y ait pour rien dans les accidents, les réprimandes sont plus dures à accepter. De plus, son père qu'il tient en très haute estime est bien plus hargneux et violent avec lui, au point qu'il lui fait même un peu peur.
La Benjamine, Salsa, quant à elle, déteste haut et fort cette nouvelle maison qu'elle surnomme la méchante maison, là où d'autres l'appellent la maison aux deux visages ou encore la vieille baraque décrépite. Et bien qu'elle soit dans la chambre aux colibris ou aux papillons, le garçon troué la surveille et la hante chaque nuit. Salsa s'en est bien plainte, mais comme personne ne lui accorde du crédit, elle doit l'affronter seule et se faire une raison. Ce fantôme n'est rien que pour elle. Isidore, lui, sent que cette vieille bâtisse est un gouffre et ça le rend chaque jour un peu plus irascible. Son aigreur se tourne de plus en plus vers son cadet Jazz, à qui il risquerait de faire du mal s'il ne se contrôle pas beaucoup plus. Violette est comme depuis 18 ans dans son monde, imbibée d'alcool de plus en plus fort et de plus en plus tôt. Mais le sentiment d'appartenance qu'elle ressent entre les murs du manoir Lumière est tel qu'elle sait qu'elle pourrait tout abandonner pour lui, même ses précieux enfants et son mari. Le manoir porte en son sein une pièce mystérieusement fermée, impossible à ouvrir et d'où s'échappe une odeur viciée. Cette pièce serait-elle la clé de tous les événements paranormaux qui touchent les Montmorency depuis leur arrivée ? Sont-ils en sécurité au manoir ? En ressortiront-ils tous vivants ? À vous de prendre votre courage à deux mains et de franchir l'imposante porte d'entrée pour le découvrir. Une histoire dans la même vibe qu'un Blackwater de Michael McDowell. Un côté Phantom Manor qui m'a plutôt bien plu. Pour le mois d'octobre, synonyme de spooky, c'est une lecture qui met gentiment dans l'ambiance. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 5 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.